Max Rudel, bienvenue au podcast. Ben, merci de l'invitation. Content d'être là. Course. Ben oui, ben, je suis content de ton enthousiasme ce matin. Évidemment, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le comment du pourquoi qu'on fait l'épisode, je t'ai rencontré, on s'est connecté sur LinkedIn. Je me suis dit, hey, ça serait super cool qu'on apprenne un petit peu plus sur les RH. Évidemment, on va parler de ton entreprise, tu es cofondateur de Evolia, donc d'optimiser les processus RH, les ressources humaines à l'interne dans les entreprises. Donc, on va parler de ça. On va parler aussi surtout de ton background, ton expérience professionnelle, ton expérience académique. Et voilà, donc on va commencer par ça, mon cher. Première Let's partie go. d'entrevue. Parlons un petit peu de Max. Qui est Max? Hey boy, qui est Max? Je vais dire entrepreneur dans l'âme, passionné Mhm. de toutes sortes de projets, qui n'est pas capable de faire une seule chose en même temps et qui essaie de concentrer son énergie ou d'utiliser son énergie pour ne pas être trop tannant pour les gens autour de lui. Ce qui fait que ben, j'ai tout le temps mis le projet, puis ça a toujours été ça et c'est ce qui me porte dans la vie. J'aime ça, j'aime ça, un entrepreneur dans l'âme. Puis, bon, évidemment, c'est des questions que j'avais posées aussi dans notre rencontre préparatoire. Je demande souvent aux invités s'ils ont peut-être des atomes crochés avec leurs parents au niveau de l'entrepreneuriat. Est-ce que dans leur environnement familial ou amical, c'était le cas? Est-ce que toi, tu as un mouton noir? C'est quoi un petit peu la vibe? Il y a beaucoup de, je vais dire, folklore entrepreneurial dans la famille. Tu Folklore. sais, quand tu remontes, là, t'es comme, sais-tu vraiment ça qui s'est Ouais. passé? Mettons, un arrière-grand-père qui avait des champs de tabac puis qui a importé Ouais. les premiers, peu importe quoi, avec la première auto au Québec. Tu sais, des Mhm. affaires comme ça. Mhm. Tu as des photos puis tu te demandes tout le temps si c'est vrai. Mais plus proche de moi, là, sans rire, mes deux grands-pères ont été Ouais. entrepreneurs, je vais dire, à leurs heures. Mon père est Ouais. entrepreneur. Il appartient à un bureau de comptable. Je n'ai pas suivi la traque comptable, malheureusement pour lui, mais la passion de l'entrepreneuriat, puis des projets, puis il est investi dans un paquet de choses en parallèle. J'ai vraiment grandi là-dedans. Donc, je pense que c'est. Je ne sais pas si tu nais entrepreneur, je ne veux pas me lancer dans ce Ouais. débat-là, Ouais. mais c'est sûr que Hmm. j'ai grandi là-dedans, puis c'est ça que je connaissais. Donc, j'ai comme été formé sur le fast track. Là. Ouais, ouais, ben tu viens de toucher un bon sujet que je n'avais pas posé comme question, mais des fois j'en parle. Est-ce qu'on est ou on devient? Puis je pense que c'est évidemment, quand tu as un contexte familial que tes parents ou tes parents étaient entrepreneurs, tu as peut-être, tu vois l'option de le faire versus peut-être du côté, je sais pas, de la mère qui est salariée versus l'autre option ou juste de découvrir ça. Mais c'est intéressant, ça va dépendre aussi de je pense, de tes capacités, toi, à prendre du risque Mais comme ça dépend personne, du tu sais. type d'entrepreneur aussi. Tu sais, c'est quoi un entrepreneur en 2025? Il y a tellement de Tellement. types de business d'entrepreneurs. Tu peux être repreneur, tu peux être travailleur autonome, Ben, c'est tu ça. peux être entrepreneur de médias Ouais, sociaux, influenceur, tout ça. Tu sais, exact, exact. entrepreneur, c'est plus le gars qui part une shop, qui prend tout le risque financier Ouais, de construire un immeuble, de prendre des gros loyers, d'embaucher. c'est C'est vrai. rendu accessible d'être Mm. entrepreneur en guillemets dans plein de domaines. Ben Fait que, oui. tu sais, est-ce que tu as besoin d'être né pour ça? Non, tu as besoin de trouver un sujet qui te passionne. Puis je pense que le reste, tu sais, la comptabilité, le marketing, la vente, tout ça, Ouais. ça s'apprend. Il faut que tu aies un intérêt. Mais ça s'apprend. Tu n'as pas besoin de naître puis Mm. de savoir c'est quoi un EBITDA. Là, tu sais, ça Non, s'apprend à non. l'université, ça s'apprend à plein paquet de places. Là. Ouais, ouais, puis je pense que la définition que les gens, peut-être dans le temps de nos parents, tu sais, nos grands-parents, les gens qui étaient en business, c'était des gens d'affaires et non peut-être. Tu sais, le mot entrepreneur est quand même récent. Là, tu sais, on l'utilise, puis beaucoup de jeunes s'identifient à ça. Mais c'est comme tu dis, ça peut être un repreneur, quelqu'un qui se lance en affaires tout seul, un solopreneur, tu sais, quelqu'un qui va avoir une grosse business classique avec des employés. Mais tu sais, la définition est propre à chacun. Je pense qu'à la base, selon moi, c'est quelqu'un qui veut créer un projet par lui-même. Ça peut être autant, tu sais, monétisable ou pas. Puis, follow-up question about that, c'est intéressant. On voit souvent sur les réseaux des gens, des entrepreneurs qui vont dire, tu sais, comme pour être successful ou tu sais, être accompli dans une vie, dans notre vie du moins, c'est de maximiser sur notre passion, puis tu sais, d'essayer de trouver une manière de la monétiser. Penses-tu que c'est applicable pour tout le monde De monétiser sa passion, je pense que si d'en ton vivre, là, tu objectif sais? numéro un, c'est de monétiser ta passion, euh, il y a des bonnes chances que ça ne marche pas. Tu sais, vis ta Mhm. passion, puis à un moment donné, si tu te rends compte qu'elle se monétise elle-même ou que l'opportunité est rendue là, Right. vas-y. Mais tu sais, si tu te développes des passions dans le seul objectif de les monétiser, ben, tu n'es peut-être pas si passionné que ça, de un, puis de deux, tu Ah, sais, you ah, can force it. Tu sais, à un moment donné, ah, là, quand je parle de business de passion, là, tu peux forcer d'autres types d'entreprises avec une étude de ouais. marché, tout ça, comme
on fait là, on développe, puis c'est ça l'objectif. Mais tu sais, de monétiser ta passion, j'aime le ski, je vais me mettre à bloguer sur le ski. Fais pas ça pour le monétiser, parce qu'il y a bien des chances que ça ne marche pas. Celui que ça va marcher, c'est celui qui est tellement passionné qu'il n'a même pas pensé faire une scène avec ça. C'est vrai. T'as raison, parce que les plus petits créateurs, je veux dire, ils le font avec plaisir. À un moment donné, il y a une vidéo qui explose, puis tu te dis, OK, il y a des commanditaires qui vont approcher, des opportunités d'affaires et tout ça. Puis, tes petites parenthèses de podcast, ça a commencé de même. Initialement, c'était juste pour bâtir une communauté. Puis après, ben, il y a des gens qui nous ont approchés pour, justement, créer du contenu, que ce soit pour bâtir une entreprise à travers ça. Fait que, je pense que c'est de retourner ça et non de dire, écoute, moi, Day One, là, je veux bâtir mon plan d'affaires suite à, je sais pas, à la création de contenu que je veux faire, par exemple. C'est d'y aller indirectement, on dirait. Puis les gens, je pense qu'ils sentent aussi l'authenticité. Ils sentent que tu fais ça pour une vision plus large que juste monétaire. Oui, puis c'est le fun quand ça se monétise, mais à un moment donné, il faut avoir du fun pour autre chose que faire de l'argent. Tu ne fais pas des enfants pour avoir des subventions, là, mais c'est la même affaire avec tes Il y en a qui passe-temps. font, là, mais en tout cas, regarde. Regarde, on n'ira pas là, mais. Alors, là, c'est mais ça, il faut avoir du fun. Puis le titre d'entrepreneur ne devrait pas être une fin en soi. Tu peux avoir le même genre de carrière, de vie, être un repreneur, être un gestionnaire, être peu importe. Fait que la carte d'affaires entrepreneur, là, de l'avoir juste pour l'avoir, c'est pas si cool que ça d'être entrepreneur. Ça a beaucoup de volets aussi. Fait qu'on peut passer au prochain appel des fois. Oui, ben on va finir sur ce sujet-là, c'est intéressant. Je pense que c'est très, très glamour, puis c'est pas pour rien que les jeunes s'identifient à ça, parce que c'est ce qu'on voit les grandes lignes, c'est la liberté d'horaire, dont on n'a pas de boss, on fait ce qu'on veut quand on veut. En réalité, quand tu te lances réellement en affaires, puis que justement tu commences à avoir des contrats, c'est que tes boss, ça peut se diviser à travers 10 clients. Là, fait que c'est à un certain point, ça peut être plus difficile là, si tu commences à gérer ça, à vivre ça. Non, être entrepreneur, c'est pas d'aller faire un show au dragon une fois par année puis de voir tes ventes exploser le lendemain matin. Tu n'as pas d'horaire. Ouais. C'est sûr que tu n'as pas d'horaire, tu travailles tout le temps. Il y a tout le temps une urgence, il y a tout le temps un feu. Une fois que ta business se développe, on s'entend que les 2 premières semaines, c'est cool. Là. Tu prends un bureau, tu fais le ménage, tu t'achètes des meubles, tout ça, c'est trippant, tu engages ta première ressource. C'est excitant. Ça, c'est si tu as déjà de l'argent, là, on s'entend. C'est excitant. Mais quand la business décolle, là, des boss, tu l'as dit, tu en as 250. Chaque client, chaque fournisseur, chaque investisseur devient en quelque part ton boss. Puis ton horaire, ben, c'est always on. Là. Fait que, puis on le voit de plus en plus. La conversation sur l'entrepreneuriat est de plus en plus sur les défis et pas juste le glamour. Je pense qu'on a intéressé les gens à devenir entrepreneurs. On disait qu'il en manquait de repreneurs, manquait tout ça. Là, ben, tout le monde voulait l'être parce que c'est cool. Puis au Dragon, ça a l'air le fun. Là. Tu vas parler pendant 5 minutes, tu reçois un chèque de 100 000. Là. Ça c'est pas génial. Ça. Il a fallu lever le flag là, que c'est pas ça. Puis là, tu as des entrepreneurs à succès comme Dom Gagnon et compagnie qui lancent des livres. C'est les défis, c'est les défis psychologiques, c'est tout ça. Puis il faut lever ces flags-là. Arrête pas une carrière que tu aimes pour devenir entrepreneur juste parce que ça a l'air d'être un job où tu travailles pas fort. Tu vas être déçu et tu vas regretter ton fonds de pension. Là. Faut pas le voir comme quelque chose qui est moins demandant ou c'est vraiment, il faut que ça soit un alignement avec ce que toi tu veux faire, je crois. C'est vraiment ta mission de vie. Puis surtout, est-ce que tu vas être beaucoup plus passionné en faisant ça dans ton day-to-day, de faire du 16 heures versus ton 8 heures de job actuellement que tu n'apprécies pas réellement. Fait que faut juste être prêt à mettre les heures nécessaires, je crois, pour bâtir ça. Don't get me wrong, ça peut être vraiment le fun, mais il faut que tu sois fait pour ça, il faut que ce soit ça qui te tente. Puis oui, tu as une flexibilité d'horaire. Tu sais, ton 16 heures, tu peux prendre 1 heure dans le milieu, tu peux, peu importe, souvent, parce qu'effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui va te demander de puncher. Mais c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est pas nécessairement mieux qu'autre chose, c'est juste différent. Oui, puis c'est des petites choses à mentionner, c'est ça, c'est d'être prêt aussi au haut et au bas, dans le sens, c'est pas vrai que, mettons, tu fais un mois, tu as 10 000 qui rentrent, ben, ça veut pas dire que le mois d'après, il va être, ça va être confirmé que tu vas avoir le même rentrée d'argent. Tu peux espérer, mais tu peux pas te baser sur il y a des saisons, il y a des contextes économiques. Fait que c'est juste, je pense, les gens qui nous écoutent, c'est juste de comprendre un peu cette réalité-là, puis d'être à l'aise avec ces fluctuations-là de marché, puis de bâtir là-dedans. OK. Non, c'est intéressant. Revenons, tu vas parler justement, tu as décidé de ne pas suivre le chemin de la comptabilité. Je veux dire, évidemment, tout le monde s'intéresse aux chiffres, mais je pense que toi, de faire ça pour d'autres personnes, c'est peut-être ta mission de vie. Fait que
ton cheminement, tu t'es développé vers quel domaine directement? Est-ce que Evolia, justement, est arrivé dans la tête là, directement après? Est-ce que tu as vécu d'autres expériences? C'est quoi un peu le. Ça s'est pas développé dans ma tête ni quoi que ce soit. Je suis passé par tous les chemins possibles. Je vais te dire, Ouais. je suis allé à l'université en communication marketing, gestion du commerce électronique parce que j'ai fini un bac en me disant ben, le côté web qui commence à émerger partout, on ne l'a pas appris. Où est-ce que je vais aller chercher cette compréhension-là? Puis bon, tu sais, banc d'école, fait que ton premier réflexe, c'est de rester un peu dans cet écosystème-là. Fait que j'ai suivi cette maîtrise qui était, je vais dire, embryonnaire. Si tu voyais les sujets de maîtrise qu'on sortait à l'époque, ça semble des évidences maintenant. Puis dans le temps, Oui, OK. c'était. C'était Ben, tu sais, nouveau, là, c'était des nouveaux concepts. Tu as un exemple? on se demandait si Facebook, sur lequel on partageait nos photos de parties d'étudiants, allait un jour servir à quelque chose aux entreprises. Il a fallu faire une étude mondiale, se demander ben, les banques vont-elles avoir un jour une application mobile, puis ça va faire quoi? Hey, en Hong Kong, on est capable d'encaisser un chèque sur mobile. J'ai été financé pour aller présenter mon article de maîtrise en Italie sur justement, ça allait être quoi les applications mobiles des banques dans 5 ans. Si je leur lis ça aujourd'hui, tout ça c'est fait il y a longtemps, puis c'est assumé. Fait que, tu vois à quel point ça va vite. J'ai pas 75 ans non plus. Là. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps? En quelle année que tu parles, justement? 2010, 2011. Là. Hey, c'est pas, je veux dire, right? Pas si loin, puis c'est un monde, là. Hey, on avait nos premiers iPhones, là, puis on downloadait 2-3 apps là-dessus, on tripait notre vie. J'ai commencé ma maîtrise, j'avais un BlackBerry. Là. Notre fun, c'était de le flipper quand tu raccrochais. On s'entend dessus qu'on est ailleurs. Donc, ça, je m'en allais avec ça. J'ai fait ça. J'ai parti une première agence de consultation, marketing, un peu tout ça, à travers là, mes études, parce que je n'étais pas nécessairement fait pour m'asseoir sur un banc d'école puis écouter quelqu'un parler pendant 30 heures. Là. Donc, tu n'étais pas la personnalité type studieux, là. Pas du tout. Mais je l'avais facile, puis c'est ce qui m'a sauvé. J'avais pas un grand besoin d'étudier. Je suis juste chanceux là-dessus. Là. C'est pas un talent ou quoi que ce soit. Fait que j'étais capable de me coucher tard la veille puis d'écrire 75 pages en 24 heures, ce qui me sauvait. Puis ça m'a permis de développer ma business parce que d'avoir des vrais mandats clients puis de pouvoir les réutiliser dans le cadre de mes cours, ben, ça me donnait quelque chose à m'accrocher là, puis, là-dessus. Puis j'ai appris, puis j'ai aimé ça, puis le réseau de contacts, tout ça. À un point où, plus tard, ben, l'université m'a rappelé pour enseigner un cours, ce que je ne pensais jamais. C'était pas nécessairement ma track, je vais dire, naturelle. Ça pour dire que j'ai parti de cette première business-là, j'ai fini l'université, je me suis ramassé dans d'autres agences par fusion, acquisition, affinité, name it, jusqu'en 2015-2016, tout le temps en stratégie numérique. Fait que j'avais généralement des clients qui étaient plus ou moins techno, et j'amenais cette composante-là pour les aider à être plus efficaces dans à peu près toutes les sphères de leurs entreprises. C'est un peu mon rôle à travers cet écosystème-là. Au point où j'ai lâché ça, je suis allé faire de la consultation plus à mon compte par moi-même. J'avais des petites présences des médias en même temps, tout ça. Fait que je touchais à beaucoup de projets jusqu'au point où un client qui est devenu un ami me propose à un moment donné, ben regarde, j'ai cette idée-là, ça ne s'appelait pas Evolia à l'époque, mais de gestion des ressources humaines. Moi, je viens de ce background-là de HR Tech. Ça te tente-tu d'embarquer? Est-ce qu'on lance cette application-là? Et moi, qui c'était aujourd'hui, je suis le bras technologique d'entreprises qui ne le sont pas. Je n'irai pas nécessairement dans ce domaine-là, mais je me suis dit, regarde, si j'ai à l'essayer une fois dans une vie, le projet est le fun, ça a de l'air porteur, l'équipe sait ce qu'elle fait, puis vraiment, il y a un potentiel là. Donc, let's go, je l'essaye. Puis, une couple d'années plus tard, là, proche de 10 ans après, on est encore là. On a une business qui grandit de manière fulgurante, puis c'est vraiment trippant. Des fois, c'est de te lancer dans des projets pour lesquels tu n'as pas le fit nécessairement. Regarde, let's go, on l'essaye, puis au pire quoi, justement, de ne pas s'attacher. Regarde, ça devient mon projet de vie. Je n'ai pas encore écrit une ligne de code, là, mais ça, il faut que ce soit. Non, tu l'essayes, est-ce qu'il y a un marché, puis tu te remets en question, puis l'entreprise va finir par pivoter. Le projet, toi, tu vas peut-être pivoter vers autre chose, et c'est correct. Je ne te dis pas de baisser les bras au premier obstacle, mais des fois, il faut essayer des affaires. Puis les morceaux finissent par se placer, je pense, dans ta vie, dans ta carrière, si on va se placer. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est, mettons, les jeunes qui nous écoutent, c'est tu as une opportunité qui s'approche,
t'es plus gagnant de l'essayer, puis au pire, c'est d'apprendre de ton failure si ça fail. Mais au moins, tu as les chances que ça réussisse aussi plutôt que d'être dans l'inaction, du moins. C'est tout ça un peu que. Oui, tu sais, faut pas Ouais, trop, des fois, peser le pour, le contre, tout ça. Oui, des fois, tu laisses quelque chose, mais surtout quand tu es dans le début de carrière, pas grand-chose ouais, à perdre, on va se le dire. Tu sais, ouais. mets-toi des barrières au niveau du risque que tu es prêt à prendre, puis let's go. Là, Mhm. tu sais, je pense tout le temps au vieux film, je pense que c'était Jim Carrey là-dedans, là, Yes, Yes Guy, Yes Yes, Man, quelque man. chose de même, Yes, qui man, s'était je l'ai juste vu dans dit, l'avion récemment. va dire oui à tout, puis Ouais, tu sais, c'est ouais. vrai que d'avoir un peu, pas peut-être 100%, cette Mhm. mentalité-là, mais ça fait que des fois, tu dis oui à des choses que tu n'aurais pas dit oui, puis tu te forces à faire le saut, l'essayer, prendre un peu de Ouais, risque. Puis, ouais. des fois, c'est vraiment le fun, ce où ça t'amène, au lieu de suivre la traque de ah, regarde, depuis que j'ai 5 ans, je me Mhm. dis que je voulais être comptable, justement, puis il n'y a rien d'autre, puis je vais dire non à tout ce qui ne fit pas dans C'est cette ça. traque-là. C'est correct, mais je pense que c'est un petit peu plus excitant de faire différemment. Oui, puis tu sais, ça vient faire un lien avec la mentalité des gens, tu sais, le fameux FOMO, le Fear of Missing Out. Mais, puis, petite parenthèse, ce film-là, c'est drôle que tu le mentionnes parce que je l'ai écouté récemment en revenant de voyage, puis ça fait longtemps que je l'avais vu, puis je voulais le revoir, puis j'étais comme, OK, c'est pour ça qu'il était aussi bon, puis je me souvenais, parce que c'est tellement bien décrit, le storytelling est fort, là, tu sais, tu commences avec quelqu'un qui refuse, qui dit non à toutes les opportunités, qui est très, 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 très sécuritaire et stable, qui dit non à sortir avec ses amis à la limite parce il est mieux chez lui puis à écouter un film, tu sais. Puis là, il commence à dire oui à tout. Qu'est-ce qui se passe finalement? Il y a le truc humoristique là-dedans, mais tu comprends un petit peu plus at large, tu sais, puis l'impact que tu as sur ta vie puis les autres en hey, on Mm. l'essaye, on le teste. Je sors un petit peu du outside of the box, puis je bâtis quelque chose de plus grand que moi, puis ça fonctionne. Overall, c'est comme la vie Mm. t'envoie un peu je crois un peu à ça, là, tu sais, t'envoies quelque chose dans l'univers, puis t'en reçois une certaine partie. Fait que je trouve que c'est une belle mentalité à avoir dans une vie, là. Ça permet de tasser ses limites aussi. J'ai des amis qui le font Ouais. juste avec leurs enfants, là, tu sais, pas besoin que ce soit Mm. toute la vie. Hey, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, les jeunes, vous me demandez n'importe quoi, je vais dire oui. Bon, faut que tu en mettes Mm. peut-être un budget et une C'est distance. Là. pareil, Des là. Ouais, fois, c'est ça. là, ça dure une journée, mais quand même. Tu sais, puis Disney là, World. tu te ramasses à vivre dans l'univers des enfants dans ce Ouais, cas-là, mais sinon, en business, tu te ramasses à vivre dans l'univers des opportunités. Puis, exact. wow, des fois, ça t'amène à des places Hey, hors de ta zone de confort, mais nettement intéressant. on va faire un lien avec la business parce qu'à un moment donné, je pense que tu sais, au début, en développement d'affaires dans les premières années, ça peut être. Tu sais, on n'a comme pas le choix de, tu sais, de s'ouvrir à toutes les Mm. opportunités, faire du 5 à 7 réseautage, puis jaser aux gens et tout ça. À un moment donné, peut-être qu'on atteint un certain plafond d'être confortable financièrement, puis tu te dis, hey, genre, j'ai l'impression que ça me servirait à rien, tu sais, de mettre ce temps-là avec telle personne, tu sais, de faire telle chose. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a ce discours-là? Ça dépend du contexte. Hmm. Je me dis souvent qu'il faudrait faire ça, mais j'ai de la misère. Tu sais, si quelqu'un me demande que ce soit une entrevue, un conseil, tu sais, des Sure. jeunes entrepreneurs, je ne suis Ouais. pas capable de dire non à ça. Puis, je Ouais. n'ai jamais senti que je perdais mon temps non plus. Mais je pense qu'il faut qu'il y Ouais. ait une intention, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait tu sais, tu t'en vas pas perdre ton temps. Tu sais, si quelqu'un, justement, te demande un Ouais. conseil, te demande une Ouais. discussion, OK, c'est quoi? Donne-moi un agenda, donne-moi Ça, des questions, puis un peu de t'as préparation. Tu sais, raison. plus c'est champ gauche, plus il faut que tu saches, je pense, ce que tu t'en vas faire là. Mais tu sais, des fois, de dire oui à quelque chose que ben, sur papier, je devrais pas aller là, je devrais. Ben, des fois, tu as, effectivement des belles surprises. Mais c'est sûr que plus ton agenda est rempli, plus c'est dur à caser. Puis, regarde, dis-moi Ouais. ce qu'on s'en va faire là au minimum. Je vais me préparer, je vais te donner un Ouais. 15 minutes, je vais Ouais. te donner une demi-heure, puis on verra où ça nous Ouais. mène. Puis oui, niveau réseautage, ben, c'est un peu là qu'il faut que tu dises non à un moment donné parce qu'il y a des événements où ah, c'est le fun, le buffet a de l'air bon, mais effectivement, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Il n'y a Exact. personne dans mon domaine, j'amènerai rien à personne, personne ne m'amènera rien. Ben regarde, je vais sauver 50$ sur le billet, je vais passer une soirée en famille. Ben, écoute, 100%, 100%. Évidemment, quand tu es rendu à un certain point, il faut que tu fasses des décisions, il faut que tu prennes des décisions, des priorités. Puis c'est du cas par cas. C'est comme tu peux dire, l'exemple concret, tu dis, c'est l'activité de réseautage de se déplacer, tu sais, mettre de côté cette soirée-là. Mais comme, en réalité, est-ce que toi, ça va t'amener du plaisir personnel? Si c'est pas le cas, c'est vraiment de te forcer parce qu'il faut que tu t'entretiennes un réseau, tu veux faire des nouvelles connexions, mais que finalement, ces gens-là, non, un, c'est peut-être pas ta clientèle potentielle. Puis deux, c'est peut-être un effort de plus aussi, ça prend une journée de travail. Fait que c'est du cas par cas, c'est des choix. Je suis complètement d'accord avec ça. Oui, puis tu sais, ton réseau, on le dit souvent, mais c'est la chose la plus importante en affaires. Fait qu'il Ouais. faut quand même le faire grandir.
Mais effectivement, il y a des endroits où, regarde, peut-être que l'opportunité, quand même que je me dis un jour, je serai peut-être dans un autre domaine, peut-être que ça va me servir. Ben, aujourd'hui, à court, à moyen terme, c'est un 2 heures que je devrais peut-être mettre ailleurs. Ça va arriver. Là. Parlons un petit peu du réseau aussi. C'est important, là, évidemment, de bâtir un réseau à n'importe quel niveau là, en affaires, puis de l'entretenir. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, mettons, si on prend encore l'exemple du réseautage, qui vont arriver, puis ont la mentalité de donner le plus de cartes d'affaires possible, le plus de connexions possible dans l'optique de faire le plus de ventes, mettons, idéalement. Mais je veux dire, de rencontrer quelqu'un, de prendre le temps de jaser une 15, 20, 30 minutes, et ne pas avoir l'optique de closer, de juste être authentique avec lui ou elle, puis dire si ça fonctionne pas, c'est parfait. C'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être juste une collaboration autrement, un référencement, autre chose. Il y a d'autres choses qui peuvent se développer en allant plus loin que la transaction. T'sais. Pour vrai, c'est ça qui est valuable aussi en créant les relations d'affaires qu'on peut faire. Oui, puis tu sais, des piles de cartes d'affaires, on en a tous, des demandes de connexion Bon, LinkedIn, qui n'a même pas de message qui va avec. On en reçoit des dizaines par semaine. Fait que, il faut que ce soit. Faut qu'il y ait du contenu. T'es mieux justement d'avoir une conversation de 15 minutes avec quelqu'un que de donner pendant ces mêmes 15 minutes-là 5 cartes d'affaires à des gens qui vont les échapper dans le fond de l'auto. Puis, faut que ce soit une connexion. Faut que tu aies parlé à la personne. Faut que je me souvienne de toi. Les 4000 personnes qui m'ont ajouté sur LinkedIn, que des fois j'accepte, des fois j'accepte pas, qui m'ont jamais parlé, même l'algorithme ne les présentera pas. Là. Fait que ça te dit à quel point ça ne donne rien. Écris-moi ou publie du contenu qui va peut-être essayer de m'engager quelque chose. M'interpeller. Mais tu sais, donner des cartes d'affaires juste pour passer à pile, là, ça donne absolument rien. Là. Ça ne fonctionne plus. On n'est plus des années 80. Puis, les femmes, non. Puis, honnêtement, si je rencontre quelqu'un, parfait, on vient, envoie-moi un message sur LinkedIn, puis on va connecter de cette manière-là. C'est bien plus valuable. Puis, prenez le temps aussi d'écrire un message qui fait du sens, qui amène une valeur et non d'essayer de vendre straight up dans ton message. Tu sais, comme, peux-tu un peu flirter un peu avec moi, savoir un peu qu'est-ce que tu fais, quel intérêt que tu as envers moi. Avant, je sais justement, hey, voici ce qu'on offre, est-ce que tu penses qu'on pourrait optimiser ta business? On en reçoit daily des messages de même, puis c'est épuisant, je trouve, sur LinkedIn. Mais je pense que c'est représentatif de la vente. Là, je vais rester en B2B, business to business. Mais le courriel en ce moment, là, ça marche pas du tout. Je le dis pas fort, mais ça marche pas du tout. Tu veux dire les prospecter par courriel? Prospecter par courriel, tu envoies 10 000 courriels, tu vas avoir 1% de retour, puis là-dessus, la moitié, ça va être stop ou écris-moi plus. Là, fait qu'on s'entend. Déjà, de prendre le téléphone, ben, si tu réussis à rejoindre la personne, déjà, il y a une connexion plus profonde. J'entends ta voix, ou même des fois, c'est rendu vidéo déjà, fait qu'on se voit tout là. Déjà, je suis un step plus loin. Déjà, je vais avoir plus de chances de bâtir une opportunité. Fait que je pense que c'est à petite échelle, représentatif, ça reste du cold call, ça reste tout ça, mais non, on le voit même au niveau de la vente, le courriel qui est hyper désengagé, c'est ce qui marche le moins. Puis d'envoyer du volume, t'amèneras pas nécessairement autant de leads que de faire des appels, au lieu d'en faire 1000 dans la journée, tu en fais juste 50, mais tu en as rejoint 10, puis ils se souviennent peut-être de toi. Ben, je pense que ça fait la distinction entre faire des relations court terme, mettons, peut-être tu vas être capable de le vendre on the spot, mais est-ce que tu préférais continuer une relation puis le vendre à travers plusieurs mandats over the years? Ben, je pense que oui, puis que justement, à une certaine idée, vous développez une relation amicale, qui est le fun, il plaisante, plutôt que la personne, ben, une fois, puis elle n'est pas revenue parce qu'elle se sentait mal à l'aise ou le service n'était pas attendu, comme il l'était. Fait que, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Ouais. Ta première vente à un client, c'est la relation, c'est qu'il ait le goût de travailler avec toi. La deuxième, c'est souvent un premier petit mandat ou un test. Puis après ça, ben, tu bâtis le long terme là-dessus. Mais essaie pas d'aller chercher un retainer de 100 000 sur un premier cold call. C'est rare que ça va marcher. Max, tantôt, tu m'as mentionné évidemment, bon, Evolia, cofondateur. Parle-moi de comment tu as rencontré ton co-founder, puis ça a été quoi peut-être tes hésitations? C'est quand même de se lancer en affaires. Il y a beaucoup de gens qui hésitent, qui préfèrent y aller en solo, puis potentiellement peut-être, mais ou qui restent solo, mais c'est quoi qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avant de se lancer avec quelqu'un en business? Regarde, je ne le sais pas, je veux dire, parce que moi, une des choses que je me disais le plus souvent, c'est si je me lance dans un gros projet, il ne faut pas que ce soit en solo. Il faut qu'il y ait une équipe, il faut qu'on soit une couple. Puis je pense que quand on parle d'entrepreneuriat, on a tout le temps l'image de l'entrepreneur est seul au sommet, tu vas t'isoler, tout ça.
Puis j'ai l'impression qu'on oublie qu'il y a beaucoup de monde qui se partent à 2, à 3, à 4, puis t'es seul au sommet, mais en petite gang. Puis ça fait une grosse différence. Oui, il faut s'entendre, oui, il faut faire des compromis, mais ça te permet de te challenger, ça permet de prendre des risques déjà un petit peu plus calculés, d'avoir différents points de vue. Ouais. Puis, tu sais, bon, c'est sûr, si tu fais de la consultation, tout ça, je suis passé par là, puis c'est correct d'être tout seul. Là. Mais quand tu commences à bâtir une entreprise puis à vouloir scaler, d'avoir différentes têtes, différentes personnes qui prennent un certain risque, ben c'est. Je vais aller jusqu'à dire que c'est essentiel dans beaucoup de cas. Puis on le voit en tech, là, souvent, c'est des équipes qui lancent ça. Puis oui, il y a un CEO, puis il y a d'autres personnes. Des fois, le gars technique, tu l'as rentré parce que tu voulais qu'il y ait un peu de skin in the game, puis bon, tu n'avais peut-être pas les moyens, tu à l'université, whatever. Mais tu as un noyau solide, tu as un noyau de passionnés qui croient, puis quand ça va être tough, ben, c'est pas une personne qui porte toute l'entreprise sur ses épaules. C'est ce noyau dur-là. Pour Cette revenir à pression-là, c'est pareil, divisé. Ouais. oui, elle est divisée, puis chacun y amène ses forces, puis juste d'être capable de te parler. Puis, là, on voit des communautés d'entrepreneurs, puis on est capable de se parler, on a un peu le même genre de réalité, mais déjà là, il y a une dichotomie, puis des fois, tu as un compétiteur dans la communauté, puis là, tu ne veux pas tout dire. Puis là, you're in it together. Là, vous êtes attachés, vous êtes dans le même bassin de problèmes, puis vous essayez de sortir la tête de l'eau ensemble. Puis ça fait une grosse différence, autant psychologiquement, je pense que sur le niveau d'énergie que tu es capable de mettre pour passer à l'étape suivante. Fait que pour moi, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de gros, ben, allez-y en équipe. Oui. On bâtit quelque chose de plus gros puis plus rapidement à 2 que seul. Oui, à 2, à 3, on était 4, nous, là, quand on a C'est démarré fort, ça. Puis, tu sais, c'est encore le noyau. Il y a des gens qui sont greffés et qui sont super importants et engagés depuis, mais ça reste le noyau dur qui a porté la business dans certains moments plus tough. Là. Mais je pense que ce que les gens ont peut-être la frousse ou la peur qu'ils ont de se lancer avec quelqu'un, potentiellement, c'est la peur du conflit ou de voir hey, les petits bobos s'accumulent, puis là, c'est des irritants, mais tu es gêné parce que tu ne veux pas en parler, tu ne veux pas froisser l'autre. Je suis sûr que ça s'est peut-être déjà passé dans ton cas. Comment tu fais pour adresser ce genre de situation-là, honnêtement? Comme n'importe quel conflit, tu l'adresses le plus vite possible, tu te parles. Puis je pense que tu n'as pas le choix quand tu es en business avec quelqu'un de se parler. Tu ne peux pas passer par-dessus, aller parler à son boss, parler dans le dos. Non, tu es là, tu es face à face, puis let's go. On s'en parle, on adresse le problème, puis on ne le laisse pas grandir en background. Puis c'est la même chose avec un employé. Là. Si j'ai un problème avec un employé, je n'irai pas le dire à son boss. Je vais y en parler. Puis souvent, on tue le problème dans l'œuf. Puis, si vous êtes en entreprise, là, la politique, c'est probablement ce qui est le plus néfaste aux entreprises. Osez vous parler, tout simplement. Prenez le téléphone ou allez vous voir. Puis, les problèmes, souvent, sont beaucoup moins gros quand on les adresse rapidement que l'inverse. Puis, les gens qui hésitent à se lancer avec quelqu'un, hésiteriez-vous à, je sais qu'il y en a, là, mais à vous marier, à vous mettre en couple, à faire des enfants avec quelqu'un au cas où. Puis on l'entend des fois. Ah ben là, on ne fera pas un enfant des fois qu'on se laisse dans 15-20 ans. Ben oui, mais faut pas... pas rien de ta vie, c'est-tu vraiment mieux? Non, let's go. Puis, une business, c'est encore moins, je pense, drastique qu'une famille, on s'entend. Même si on dit souvent qu'un partenariat d'affaires, c'est comme un mariage, puis tu passes des heures ensemble, mais à un moment donné, si ça ne marche pas, là, écrivez-vous une bonne convention d'actionnaire, puis peut-être vous allez perdre un peu d'argent, mais ça se défait aussi, ça se vend des actions. Là. Tu ne mourras pas. Au bout de la ligne, c'est de l'argent. C'est comme ça se refait, ça se rebâtit. Mais on est des bébites humaines, puis on associe beaucoup ça à des émotions, puis à un manque de confiance, loyauté, peu importe. Oui, puis je ne dis pas que c'est pas difficile, ces situations-là, mais à un moment donné, de te retenir de faire ce qui te passionne, puis ce que tu as vraiment envie de faire, au cas où ça pèterait dans 15 ans, à un moment donné, il faut l'essayer. Il faut faire un due diligence, il faut être conscient des gens avec qui on s'en lance en affaires, de leurs forces, de leurs faiblesses, de leur caractère. Évidemment, puis il y en a là, qui ont trouvé leur cofondateur sur Reddit, puis tu en entends dans les podcasts et tout, puis ça a fonctionné. C'est sûr que si c'est un ami, quelqu'un que tu connais, tu sais comment il réagit dans les moments difficiles, dans les moments faciles, ben, tu as dérisqué ton projet. Mais il y en a encore là qui se rencontrent, qui lancent quelque chose parce qu'ils ont la même idée, des forces complémentaires, puis regarde, on l'essaye. Puis des fois, justement, ils ont moins d'attente, puis c'est peut-être aussi ce qui fait que ça marche. Là.
On va sauter du coq à l'âne. Le temps avance. On va Donc, parler de Evonia plus précisément. Peux-tu me faire un portrait de ta clientèle, puis aussi un portrait de l'entreprise à l'interne au niveau de l'équipe? on est une trentaine d'employés, je te dirais à peu près moitié-moitié entre produits puis tout ce qui est gestion de la clientèle. Donc, vente, marketing, réussite client, support, etc. Uh-huh. Basé entre Montréal et Québec. On a OK. parti l'entreprise encore là. Notre CEO, Martin, était du côté de Québec. Les développeurs se sont organisés, je vais dire, autour de lui. Moi, j'étais plus Oui. le gars de vente à Montréal, Mhm. où j'ai engagé de ce Mhm. côté-là. Fait que la business c'est Ouais. monté un peu comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on a une plateforme SaaS, donc on vend vraiment un logiciel Ouais. pour tout ce qui est gestion des horaires, gestion du temps, donc punch, feuille de temps, préparation de la paye, calcul des primes, etc., des vacances, pour les entreprises qui ont des employés de première ligne, donc des Ouais. horaires changeants. Quelqu'un qui fait du 9 à 5 au bureau, là, il n'a pas vraiment besoin de notre plateforme. Là. Mais si tu as un commerce de détail, si tu as une entreprise dans tout ce qui est entertainment, puis là, j'aime donner l'exemple de tout ce que tu vas, partout où tu vas amener les enfants la fin de semaine. Fait que, une station de ski, les affaires OK. de glissade, Ouais. ce genre d'entreprise-là, les terrains de golf, etc. Beaucoup de municipalités à travers leurs installations sportives, piscines, tout ça aussi. Manufacturiers, santé, Mhm. qui n'étaient pas prévus, mais bon, la COVID nous a un peu amenés, je te dirais, dans cette verticale-là. Et tout ce qui est OSBL. Donc, qui a aussi là, des bénévoles souvent à gérer. Des horaires changeants, demande de remplacement, qui était notre Ouais. première fonctionnalité, échange de corps. On doit puncher, on doit ajuster des feuilles de temps, s'assurer que la paye sort parfaitement en respect des conventions collectives, etc., etc. Fait que c'est vraiment ça que le logiciel fait et Mhm. il le fait principalement pour la moyenne entreprise. Donc, cette bébite-là, tout le monde Ouais. a le réflexe en technologie de vouloir servir la PME, Ouais. c'est du volume, mais c'est facile. Nous, de par notre background, consultation, grande entreprise, cas compliqué, on l'a bâti au début un peu pour nous, Friends and Family autour, qui avaient des Mhm. business complexes, avec des conventions collectives, Mhm. avec un paquet de cas compliqués, qui faisaient que les quelques plateformes qui existaient déjà ne faisaient pas nécessairement exactement ce qu'ils voulaient. Fait qu'on l'a bâti pour cette couche-là de OK. moyenne entreprise. On voulait que ce soit simple à utiliser, mais que ce soit capable de supporter à peu près tous ces cas OK. d'utilisation-là. Et c'est ce qui nous a permis de continuer de grandir là, vraiment dans cette strate de marché-là, moyenne entreprise. On peut étirer, mais je te dirais qu'entre 100 employés et 1000, 1500, Ouais. là, je sais que Ouais. c'est large, mais c'est un peu la même genre de bébite. Après ça se peut qu'à OK. 50 employés, tu trouves que la plateforme est super tripante et que tu as le goût de l'utiliser. Puis on a des clients gouvernementaux et autres jusqu'à 5-10 000 employés qui l'utilisent aussi sans problème. OK. C'est que des fois, quand tu arrives en software dans ces Mhm. grosseurs-là, ben là, tu as beaucoup de personnalisation parce que tu dois te brancher à Ouais. des systèmes internes, etc. Puis c'est là Mhm. qu'on veut pas aller. On veut vraiment faire évoluer Mhm. une solution. Quand on ajoute quelque chose, ça crée de la valeur pour l'ensemble de nos clients. Donc, on a, je pense, un positionnement qui est Mhm. intéressant pour continuer de grandir là, comme on l'a fait les dernières années. Puis donc, tu as regardé justement qu'est-ce qui se faisait sur le marché avant de lancer le produit. Puis c'était pas adapté pour ce genre de type d'entreprise-là, cette grandeur d'entreprise-là. Est-ce qu'il y a des irritants que tu voyais dans ces logiciels-là? C'est peut-être comment l'utiliser, la formation, les fonctionnalités. Qu'est-ce que tu avais regardé avant de créer le logiciel? Ben, je pense que tu avais les deux extrêmes. Tu avais les solutions pour Ouais. PME, fait que c'est une belle interface, mais dès que tu essayais de pousser un peu trop loin, convention collective, Ouais. location multiple, on a beaucoup dans le Ouais. commerce de détail, ben là, il fallait que tu crées 3-4 comptes, puis tu sors un Excel, tu ramènes ça. C'était pas adapté à C'est ça. l'entreprise de 100 employés et plus, je te dirais. C'est comme le Puis sweet spot de middle qui n'était pas développé. Ouais. le logiciel, puis c'est correct. Quand tu as des clients qui rentrent à tous les jours de 10 Ouais. employés, pourquoi tu irais te casser le basic pour deux, C'est vrai. trois gros clients? Nous, on C'est est vrai. parti de là. On l'avait, ce moteur-là. Fait qu'on a continué de le Mhm. développer. Mhm. À l'autre extrême, tu avais des compagnies avec des super beaux logiciels, mais qui devaient adapter la solution, coder Ouais. des workflows, des règles d'affaires pour chacun de leurs clients, parce que les clients, Ouais. c'était des géants tout le temps. Fait ça, c'est Mhm. souvent les deux use cases autour desquels les gens vont développer une entreprise qui a laissé une belle Ouais. opportunité entre les deux
pour quelqu'un qui avait le goût un peu de ces puzzles-là, je vais dire, en continu, de comprendre la convention collective, puis d'essayer de vulgariser, de simplifier au maximum, rentrer ça dans un engin, puis on est arrivé à un point où on respecte 100% de ces règles d'affaires-là, de ces besoins, de ces conventions-là, de manière qui est hyper simple pour le client, qui ne demande pas à un programmeur d'arriver et de coder quelque chose à chaque nouveau mandat. Donc, on est capable d'implanter un compte de 3000 employés en une semaine, 2 semaines, là, le temps d'avoir tout le monde à suivre une formation. Enfin, je pense qu'on a bâti quelque chose d'assez... Une bébête assez unique dans cette industrie-là, ce qui nous donne un positionnement et une opportunité qui est assez forte. Au niveau de la clientèle, tu m'as donné un beau portrait des industries et des compagnies. Est-ce que tu parles principalement que vous êtes au Québec? Est-ce que vous touchez d'autres marchés anglophones ailleurs? Québec, Canada principalement. On a de la clientèle aux États-Unis. On a de la clientèle un peu partout, je vais dire, dans le monde, par opportunité. C'est pas, on n'a pas une équipe de vente là, dans chaque marché, continent, tout ça. Je te dirais qu'on se concentre sur l'Amérique du Nord. Mais après ça, si les gens nous trouvent et que ça répond à leurs besoins, ça nous fait toujours plaisir de les servir. Oui, mais c'est ça, puis c'est ce que je voulais te demander à travers cette question-là, c'est comme, est-ce que ça s'adapte bien au niveau de, évidemment, les modèles d'entreprise québécoises, canadiennes, ça reste quand même le même pays, là. Mais quand on va aux US, c'est-tu quand même semblable? Au niveau des RH, c'est quoi un peu les différentes choses qui sont demandées, peut-être? On est dans le côté opérationnel des RH. Fait que c'est sûr que, je vais dire, on l'a relativement facile parce que notre logiciel est modulaire. Fait que tu réassembles un peu tes règles d'affaires, tu ouvres une switch, tu changes un paramètre, tout ça, et tu es capable de servir un nombre exponentiel de use cases. C'est sûr que Canada, je t'assure qu'on peut servir les règles de chacune des provinces. C'est pas pareil sur tout. Il y a quand même, au début, ici c'est 20 ici c'est 30 il faut que j'ajoute l'option, Des etc. adaptations. Mais bon, c'est assez rapide. États-Unis, c'est 52 petits pays. 52, je suis pas bon. 50 petits pays. Ça va pas bien. 50 petits pays à servir. Oui. On va faire comme si on avait un client à Porto Rico puis ailleurs pour se rendre là. Mais je te dirais que c'est faisable. Ce qui va nous bloquer plus, les logiciels vraiment de gestion des dossiers RH ou de paye, où là, tu as les formulaires fiscaux, tout ça. Là, eux ont beaucoup plus d'adaptation. Moi, c'est dans l'opérationnel. Ça, c'est le nombre d'heures d'avance où tu dois recevoir ton horaire ou la règle de calcul de tes vacances. Je suis capable de tweaker ça un peu avec les différents paramètres que j'ai. Fait que ça va bien. Le principal frein aux entreprises, c'est les intégrations vers les autres logiciels. J'ai dit que les payes, pour eux, c'est beaucoup plus dur d'aller dans tous les marchés. Ben, tu rentres dans un nouveau marché, il faut que tu te connectes à la paye. Ben là, c'est un nouveau partenaire avec qui tu dois dealer. Mais bon, on va se le dire, le logiciel de paye, souvent, ça se ressemble d'un point de vue technique. Donc, de coder une intégration de plus pour ouvrir un nouveau marché, ça se fait relativement vite quand on est habitué à ça. Mettons, évidemment, tu m'as mentionné que ton rôle principal, c'est les ventes, puis de développer le produit, les marchés. Quand tu approches une entreprise, là, évidemment, tu as le contexte d'une entreprise qui t'approche, mais mettons, tu approches une entreprise intéressante qui aurait besoin là, potentiellement de ce produit-là. C'est quoi le genre d'objection, mis à part les choses qu'on a mentionnées ensemble, que tu pourrais recevoir si tu justement au niveau de la compréhension, l'implémentation du projet, si tu comme écoute, on t'habitue à un certain système puis on est confortable là-dedans, même si c'est pas optimal. C'est quoi un peu le discours que tu as avec ça? Ben, comme n'importe quel logiciel, je pense que c'est la gestion du changement. Je sais que ce que j'ai, c'est pas optimal. Est-ce que je veux faire une pause, mettre des ressources et investir du temps? Oui, je le vois le gain. Souvent, je me fais dire, là, je vois que mon logiciel m'amènerait ailleurs, mais est-ce que je suis capable de libérer ce 30 heures-là ce mois-ci? Je lance un chiffre comme ça. Pour aller me libérer après ça, 8 heures par semaine. Là, c'est dur. Est-ce que les employés vont être. Qui je dois impliquer là-dedans? Est-ce que les gens vont l'utiliser? C'est de la transformation numérique 101, là. Mais c'est souvent ça, je te dirais, l'objection, parce qu'il y a encore énormément d'entreprises qui roulent sur des feuilles de calcul puis des choses comme ça. Oui. On s'entend qu'ils sont conscients qu'ils pourraient faire mieux puis qu'il y a des logiciels qui. Mais ils n'ont pas le temps. Puis là, ils se disent, regarde, je ne prendrai pas le premier qui m'appelle, je vais évaluer 2, 3 solutions. Est-ce que j'ai le temps de faire un processus? Puis c'est là que ça peut être mis un peu sur la pile du coin du bureau. Ben, le fameux cliché des feuilles Excel puis Google Sheet, là, un peu dispersées qui ne sont pas connectées ensemble, peu importe. Mais je pense que ça va plus loin que juste une objection financière. C'est vraiment de mettre sur pause puis de réévaluer comment on fonctionne, d'adapter ça, de former les gens. Il y a comme plein de choses dans la tête qui semblent compliquées, qui ne l'est peut-être pas là, nécessairement.
Côté financier, relativement, je te dirais facile. On est un logiciel Ouais, qui c'est est ça. abordable. Puis en plus, Exact. la plupart, on est quelques solutions là, au Québec, au Canada, mais la plupart Ouais. des joueurs sont aux États-Unis. Puis bon, juste le taux de change va un peu les disqualifier, je te dirais, si l'argument C'est vrai. financier, c'est ton critère numéro un. Là, ils ont d'autres qualités. Oui, bien Mais sûr. fait que, tu sais, c'est pas tant le côté financier. On est abordable, puis le fait, tu sais, on est dans la moyenne entreprise. Souvent, ils vont devoir comparer avec des solutions qui sont Ouais. sur mesure à 200 pièces de l'heure de développement, puis de mise en place, puis tout ça. Fait que c'est Mm. sûr que le coût, et puis sinon, dans le plug and play, le marché se ressemble quand même. Là. Donc, c'est pas là-dessus. C'est vraiment, est-ce que je me lance dans le projet? Est-ce que j'investis ces ressources-là? C'est là que le contrat va se signer ou va se décaler. Écoute, Max, on arrive vers la fin de l'entrevue. Je vais te poser une question par rapport à votre vision puis votre objectif pour Evolia. On arrive vers la fin 2025. En 2026, quel peut-être KPI ou objectif principal ou projet que tu aimerais implanter euh, pour Evolia? Y a-t-il quelque chose que tu dis qu'il faut absolument concrétiser ça en 2026? Je pense que 2026, ça va être de la continuité. On OK. a assis beaucoup de nos fondations cette année. Mm. Continuer de croître avec la même vélocité, je te dirais. Puis, tu sais, le contexte, c'est pas évident. Ça semble un peu pépère, là. Hey, regarde, je vais continuer sur mon Ouais, 50% year over year, tout ça. C'est des beaux ouais. multiples aussi. Mais, tu sais, on ne sait jamais ce qui va se passer dans le contexte. Depuis qu'on a lancé ce Mm. business-là, on a vécu une pandémie, une pénurie de main-d'œuvre, un contexte économique mondial qui est un petit peu, je vais dire, Mm. aléatoire. Compliqué, Ça difficile, va être ouais. quoi en 2026? Je ne le sais Mhm. pas. Fait que, nous, c'est vraiment, on a remis des bases solides. On veut Je comprends. continuer de propulser le business là-dessus, Ouais. garder la clientèle aussi engagée qu'elle est là. On n'a presque pas de Mhm. clients qui quittent, là, qui churn, comme on dit. Ouais, ouais. On veut vraiment garder nos métriques, Mm. continuer de grandir à cette même vitesse-là, accélérer un petit peu. Mm. Mais ce ne sera pas une année, je pense, de grands changements. Oui, il y a Je comprends ça, l'intelligence c'est ça. artificielle qui commence à être, mais pour moi, c'est encore là une Ouais. continuité sur les projets, sur les choses qu'on a commencées et qu'on voit qui sont Ouais. porteuses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour 2026. C'est quelque chose que je reçois parce que je pose cette question-là maintenant dans les derniers épisodes. Puis, c'est tu sais, consolider, continuer, tu sais, solidifier ce qu'on a bâti, puis tu sais, poursuivre 2026, d'avoir une croissance qui est correcte, qui est quand même stable, tu sais, sans prendre X nombre de risques, puis tu sais, développer ça. On dirait que ça, je pense qu'il y a un facteur économique, clairement, là, qui rentre en compte, là, mais ça a beaucoup de sens, je pense. Puis je suis un peu On est là-dedans aussi. Là, déjà des business de croissance et d'hyper-croissance. Fait que, tu sais, de te dire, je vais doubler ce que j'ai fait l'année passée. Non, je vais garder le même multiple de ouais. croissance. Puis déjà, ça fait que je dois faire 2 fois plus de ventes. Fait que, à partir de là, de dire je vais en faire 4 fois plus, Ouais. on est déjà constamment dans ce contexte de risque et de vitesse-là. Donc, Ouais. ça fait qu'on ne peut pas avoir des nouveaux projets transcendants à chaque année. Écoute, avant qu'on je tombe dans les deux dernières questions du podcast, je voulais te parler je vais te poser une question par rapport à la culture d'entreprise puis au niveau de, tu sais, d'engager des employés à l'interne. Tu sais, mis à part, si on prend des programmeurs, mis à part les hard skills de savoir programmer puis les différents langages, c'est quoi les soft skills que vous regardez dans une entrevue d'embauche pour un potentiel employé? Ouais, puis c'est le fun parce qu'on a refait cette grille-là. C'est un peu c'est quoi les OK, critères OK. clés, comment on les Ouais. pondère, puis je conseille les livres de Marc Roberge là-dessus. C'est axé sur les OK. ventes, l'embauche en vente, Ouais. mais puis je l'ai vu en conférence à Montréal en plus la semaine passée. Ah, C'était inspirant, je veux dire. Mais OK. puis on était pas mal là-dedans. Fait que, tu sais, nos Mm. critères, je dirais coachability. Je Ouais. ne t'arrête pas de le traduire. Tu sais, que les gens soient capables d'évoluer Être dans coaché. l'entreprise, qu'il Ouais. y ait le goût d'être coaché, puis Mhm. que tu vois que l'information reste. Mhm. Curiosité, Mhm. on est en technologie. C'est sûr que ça va changer. Tes programmeurs, tes vendeurs, tes Ouais. jeunes customer success, c'est sûr que leur job d'aujourd'hui ne Ouais. sera pas la même dans 12 mois. Grit, ça aussi, tu sais, d'être capable de mettre l'effort supplémentaire, d'avoir le goût, l'espèce de hargne de vouloir que ça fonctionne. De pousser, d'innover, d'apprendre. Ouais, de Mmh. pousser, d'innover, Mmh. d'apprendre, mais aussi de Mmh. vouloir que ça marche à un autre niveau. Il y a un client qui t'écrit parce OK. qu'il y a un enjeu. Ouais. Tu t'obsèdes sur ce problème-là, puis tu veux le résoudre. Tu ne veux pas te débarrasser du ticket en dedans de 30 secondes pour avoir des bonnes stats. Tu veux que ça Clairement. marche. Ça, c'est essentiel. Puis Mmh. l'autre que je te dirais, c'est l'expérience terrain. On est dans le OK. logiciel, mais on dessert des clients qui ne sont
pas dans le logiciel. Fait que de Mm. comprendre cette réalité-là qui est aussi loin que possible de la tienne, ben, Ouais. si tu as déjà travaillé comme job d'étudiant dans un magasin, dans une station de ski, tu comprends cette réalité-là, puis tu es vraiment capable de parler le langage, puis de voir c'est quoi le problème. Pas que Ouais. nous, on espère pouvoir régler, que eux veulent régler. Puis ça, je pense que si c'est pas le critère le plus important, c'est pas loin. On n'est pas loin. Le C'est hard intéressant. skill arrive après ça. Là. C'est sûr qu'un programmeur qui ne sait pas coder, ça ne marche pas, mais le hard skill se développe avec le temps. Puis ça prend dans Oui. beaucoup de cas. Il y a des domaines Mhm. où la personne peut avoir zéro expérience, mais si elle répond à Mhm. ces critères-là, ça va devenir un player. Fait que si je comprends bien, dans le fond, tu regardes aussi des qualités de. Puis ça ressemble un peu à l'entrepreneur. Tu sais, quelqu'un justement qui veut tu sais, qui veut être tatoué, mettons Evolia, tu sais, qui veut grandir là-dedans, qui veut apprendre, avoir des challenges. C'est un peu ça, là. Mais je te dirais que la majorité des gens, Ouais. pour thrive en startup, il faut que tu sois un peu entrepreneur. Là. Il Ouais. n'y a Je pense que ouais. personne qui va te prendre par la main et te dire ta job des 10 prochaines années, ça va être ça. Lis le guide, lis le manuel d'emploi, puis let's Ouais. go. Là. Non, c'est voici tes objectifs, voici le playbook. Je suis là si tu as besoin. On va faire du coaching ensemble, mais je ne te Ouais. tiendrai pas par la main 24/7. Il faut que tu aies le goût d'apprendre, il faut que Autonomie. tu aies le goût d'essayer, puis je vais te pardonner des erreurs en échange. Je vais t'appuyer si tu décides de prendre du risque, de tester des choses, peu importe où dans l'entreprise. Mais il faut que tu aies cette initiative-là de le faire parce que ça bouge tellement vite que Ouais. si je décide de prendre tout le monde par la main, ça ne fonctionnera pas. Moi aussi, je dois prendre des risques, je dois essayer des choses. Là. Donc, c'est ça. Peut-être ce désir-là de pousser puis d'évoluer en tant que professionnel qu'en tant que personne, je pense. Puis overall, tu sais, quelqu'un qui est dans une entreprise, si on prend un employé, tu sais, qui dit ouais, je sais pas si je m'identifie là-dedans, mais n'importe qui, je pense, veut se sentir interpellé par la mission de l'entreprise, tu sais, qui veut offrir un petit peu plus, c'est comme en apprendre davantage. Je pense qu'il y a une valeur à vouloir venir travailler le lundi matin, tu sais, par exemple. Clairement. Et il faut que tu aies le goût. C'est des jobs qui sont demandantes. Ouais, Puis, en termes d'engagement, en termes de ouais, technique, en ouais. termes de curiosité, puis tout. Donc, si tu n'as pas le goût d'être là, ça va être tough. Mais si tu as Ça le va goût être d'être tough. là, puis que tu ramasses l'adrénaline de tous Ouais. ces projets-là, de toutes ces aventures-là, ben, Mhm. tu vas t'en nourrir puis tu vas triper. Là. Merci pour ta réponse. Je vais te poser les deux dernières questions. Comment tu définirais ta propre vision du succès? Puis tu peux mélanger le côté perso et pro dans ta réponse. Je pense que tu n'as pas le choix de mélanger le côté perso et pro. Tu sais, le succès, pour moi, c'est Ouais, d'atteindre tes objectifs. ouais, Et ouais. tes objectifs ont le droit de changer avec le temps. Sinon, ben, tu les atteins après 2 ans puis tu n'as plus rien à viser. Là. Mais qu'est-ce que je veux à court terme? Puis si j'arrive là, que ce Mhm. soit financier, que ce soit l'équilibre travail-famille, que ce soit Sure. peu importe, si tu arrives là, d'un, il faut que tu regardes en arrière, tu dis, hey, c'était mon target, je l'ai atteint, je dois Ouais, en être satisfait parce qu'il y a des éternels insatisfaits qui tassent la ligne toutes les fois qu'ils arrivent c'est proches. vrai. Là, à un moment donné, tu te rends compte que ça fait 30 ans que tu n'as jamais accompli ce que tu voulais. Mais le Ouais. succès, il n'y a pas de définition. Là. Toi, c'est quoi ton succès? Mhm. Mon succès, c'est que ma business roule, que j'atteigne mes Mhm. objectifs, mais que j'ai quand même le temps d'aller souper avec ma fille le soir. Mhm. Oui, je roule mon ordi après, mais c'est ça, c'est cette balance-là à travers le succès, je vais dire, de la business. Là, mais pour Ouais. d'autres, ça peut être complètement autre chose, puis c'est bien correct. Hmm. J'aime ça quand tu as dit il y a pas un côté perso, il y a un côté pro, c'est mélangé. Tu sais, c'est difficile de dire de faire une coupure concrète que quand tu arrives chez vous, le chapeau à faire s'en va. C'est que tu penses de toute manière de ce qui s'est passé, tu vas faire une revue de ce qui s'est passé dans ta journée, bien ou mal. On n'est pas des robots, puis je pense que c'est normal, puis c'est bien, quoi. Ça Puis fait du sens. c'est peut-être propre à l'entrepreneuriat, mais je pense que ça devient de plus en Ouais. plus le propre de tout le monde. Tu sais, la personne qui dit mon 9 à 5, ça, c'est immuable. Fait que Ouais, c'est ça. mon succès Mhm. d'affaires, c'est de monter dans l'échelle parce que le Ouais. contexte est prédéfini. Mon succès personnel, c'est autre chose. Ouais. Ben, tu sais, cette réalité-là commence à se transformer, on va dire. Et puis, ben, Ouais. le côté business vient se blender avec le Mhm. côté personnel. Puis, on parle de traquance, puis on parle de whatever, Ouais. d'équilibre personnel, puis tout ça. Fait que je pense que même pour l'employé, Hmm. tu sais, la ligne se brouille de plus en plus, puis ça permet de créer des parcours de vie uniques et adaptés à chacun.
100%. Chef, je vais te poser la dernière question. Ça fait un lien aussi avec la vision de succès. Tu es déjà au courant de la question, j'avais posé ça dans le meeting. Si tu avais l'opportunité de parler d'une version de toi-même, un max de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais en ce moment? Je me conseillerais ce que j'ai fait, puis ce qu'on a jasé un peu au début. Tu sais, fonce, dis oui, il y a des opportunités qui te semblent folles et hors de ta track. Tu sais, comme je te disais, moi, je ne Right. pensais pas aller en techno. Martin Ouellette, mon CEO, mon partner, est venu avec une opportunité. Je venais de refuser un autre business qui m'avait dit hey, on part-tu quelque chose? Puis j'avais dit non, techno, never. Là, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu un feeling, l'équipe, le projet. Hey, let's go, j'embarque avec vous autres, puis on design le logo en fin de semaine, on commence à coder, on lance une business. Tu sais, vas-y, dis-toi pas, écoute pas trop le monde ou la petite voix ou peu importe qui te dit, gars, ça fait pas de sens, focus. Surtout en début de carrière, let's go, essaye des choses. Tu peux pas te péter la gueule tant que ça. On parle de business. Là. Fait let's go. Let's go. Just do it, le fameux Just do it. dicton de Nike. Ouais. Pour closer l'entrevue, je vois que tu as beaucoup de livres. Tu aimes probablement le livre des livres entrepreneuriales. Y a-t-il un livre là, qui t'a le plus impacté niveau affaires? Il y en a beaucoup. Je te dirais que j'ai ma petite section ici là, qui est mes classiques. Tu sais, si tu parles de culture d'entreprise, Let My People Go Surfing voyons, Yvon Chouinard de Patagonia, qui est général, mais qui te donne un peu un mindset. Puis il y a des petites nuggets super là-dedans. En techno ou en vente, Marc Roberge. C'est quoi le titre? The Sales Acceleration Formula. Puis je sais qu'il sort son prochain là, au début de l'année qui arrive. Ça dépend de où tu t'en vas, mais je pense que j'ai un classique par domaine que je pourrais te donner. Mais ces deux-là, je te dirais que ces temps-ci, c'est dans mes ça. Oui, il y en a plein, là, je le vois rapidement, Atomic Habits, j'ai commencé à le lire, mais c'est le fun Atomic d'avoir des Habits, livres. je te dirais qu'ils l'ont fait en masterclass, donc j'ai opté pour la version vidéo, puis j'ai jamais fini le livre. Ça le fait. Je m'en veux là-dessus, mais oui, ça reste le savoir qu'il y a là-dedans. Sure. Sort de la business, juste pour le personnel, c'est de bâtir des bonnes habitudes de vie. Puis Lewis House, qui est un peu dans le même, j'avais préféré, je pense même le sien, qui est un peu dans le même mindset de comment tu crées un mindset gagnant. Je ne me souviens plus du titre de son livre, mais tu sais, si tu veux des recommandations, j'en ai 75 en arrière ici. Je suis le genre de personne qui va aller chez Renaud Bré puis accumuler des livres puis comment commencer 10 en même temps, mais j'aime ça me bloquer dans un livre, c'est hot. J'ai le même genre de maladie, puis les voyages d'affaires sont bons pour ça. Quand tu as une famille, là, puis que c'est vrai. Tu es pogné d'un lounge d'aéroport ou dans un avion, force-toi à lire ou à écouter des podcasts ou ce qui m'avait permis justement quand on s'est rencontrés. J'étais justement en voyage, puis j'ai occupé mon vol à découvrir tes podcasts, puis ma soirée là-bas. Mais c'est la même chose pour les livres. Prenons le temps, puis ça vaut encore la peine. J'ai une ligne dans mon budget d'entreprise qui est pour acheter des livres. Puis des fois, je trouve un livre intéressant, je le lis, je le commande pour un employé ou j'y envoie, puis lis ça. Lâche les blogs, c'est déstructuré, puis il y a une mine de savoir en ligne, c'est pas ça mon point. Mais des fois, un livre, de suivre de page 1 à page 250, ça te donne la progression en arrière, ça te force à arrêter aussi. Il n'y a pas un pop-up d'un livre de Facebook qui va te disperger ton opinion. C'est au pire, il y a un signet avec une photo, là, si tu es allé là. Le faux mot est un petit peu moins fort. Ça te force à te concentrer, à annoter, à prendre des notes à côté. Il y a vraiment des beaux livres de business encore aujourd'hui qui sortent. Puis ça vaut la peine, on l'oublie des fois. On vit dans un monde de distraction avec nos selles, c'est très, très, très facile. Puis de se forcer à se concentrer dans une tâche c'est du texte noir sur blanc. Là. Ça fait du bien à l'âme. Puis je voulais juste te remercier justement d'avoir pris le temps. C'est quand même très, très cool. Juste écoute, de prendre le temps dans l'avion quand même, d'écouter un de nos podcasts. Ça démontre ton intérêt aussi au projet. C'est fort. C'est pas pour rien qu'on fait l'entrevue aussi ensemble. Fait que je trouvais ça, juste te dire, c'est très, très nice. Regarde, le contenu était bon. Si après 5 minutes, j'avais décroché, j'aurais décroché, mais non, je n'ai écouté 2, 3. Tu avais des bons invités aussi. Fait que c'est toujours le fun aussi de découvrir d'autres entrepreneurs.
Juste ça, des fois, tu n'apprends rien parce que c'est tellement loin de ton domaine, mais ça te fait découvrir des Ça fait penser à ça. personnages inspirants, puis c'est trippant. Dernière mini question pour les gens qui s'intéressent, qui disaient, écoute, je pense que je serais prêt à optimiser justement mes opérations RH avec un logiciel. Comment on fait pour te rencontrer ou te prendre un rendez-vous et tout ça pour rentrer en contact avec Max ou Evolia? Écrivez-moi sur LinkedIn, Max Trudel. Je suis assez facile Perfect. à trouver généralement. Sinon, evolia.com si vous voulez de l'information sur le Ouais. logiciel. Puis moi ou un membre de l'équipe va se faire un plaisir de prendre le téléphone et vous parler. On a une politique de répondre en moins de 5 minutes en général. Donc, C'est vous fort. pouvez tester l'équipe là-dessus. C'est sûr qu'à minuit, ça risque d'être un petit peu plus long. Ouais, c'est ça. Perfect. On, Ben, on Max, ça a essaye, été un même quand on plaisir. les voit, on se retient. Tu vois un lead C'est ça. rentrer le week-end, là, tu te dis non, je ne l'appellerai pas. Là. D'après moi, il ne veut pas T'as m'entendre. peut-être un AI là, qui va répondre à partir de 11 h le soir, là, tu sais, mais non, mais pour Ah, vrai, ben là, c'est on cool. pourrait rentrer dans les politiques de déconnexion. Ça aussi, c'est, je Ah, pense, ok, quelque chose interesting. d'essentiel Mm, en mm. 2025. Tu sais, si tu as le droit de vouloir y répondre à des courriels le soir, programme-les pour le lendemain matin parce que ton client, ton collègue ont le droit de déconnecter, à moins que ce soit une urgence, mais de Autrement, ouais, dire t'as raison. peux-tu m'envoyer tel rapport, là, il ne te l'enverra peut-être pas tout de suite, puis s'il te l'envoie tout de Mm. suite, tu n'as pas besoin d'écrire ce stress-là. Donc, Ben oui, il fait juste le programmer. Puis je pense qu'en France, c'est une mini parenthèse, dans ce pays-là, c'est rendu une loi, là, tu sais, comme tu peux plus même en après ça faire. Ontario, il y a des lois là-dessus. Puis le Ah, Québec ok, va s'en interesting. venir. Prenez Ouais, les ça, devants, bâtissez ben ces oui, pourquoi politiques-là, pas. puis il n'y a rien qui Mhm. s'accomplit nécessairement à 1 h du matin. Là. Le courriel peut partir le lendemain. C'est juste un petit peu moins de FOMO, de stress, de tout ça. Donc, on pourra parler de ça si vous voulez en jaser. Sur LinkedIn, ça va me faire plaisir. Je peux même Nice. partager une note politique. Il n'y a rien de secret Cool. là-dedans. Écoute, Max, je propose toujours à mes invités de faire un part 2 dans un an simplement. Donc, ça va me faire plaisir de faire justement un retour sur ce qu'on a parlé, des nouveautés avec Evolia, comment ça a évolué, nouvelle clientèle peut-être. Puis, vous êtes rendu à combien d'employés. Fait qu'on checkera ça ensemble. Je te dire merci beaucoup pour ton temps. Ça a été vraiment une belle discussion. Je savais en partant que ça allait être super intéressant. Comment tu as vécu ça aujourd'hui avec moi? C'était vraiment le fun. On est parti dans beaucoup de directions. J'espère qu'on n'a pas C'est vrai. perdu trop ton auditoire, mais tu sais, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de business, Mhm. c'est juste le fun. Puis je pense que ça Ouais, a été authentique, naturel. c'est J'espère vrai. que les gens vont en ressortir quelque chose, même si c'est une recommandation de livre. Des fois, c'est quelque chose qui va illuminer quelqu'un. Puis si Hey, vous des fois, jasez, je suis écoute, là. des fois, c'est juste un 30 secondes dans un épisode d'1 heure là, que tu dis, oh my God, ça m'a donné le goût de partir en affaires, mettons. Hey, Ça arrive, ça. le nombre de livres ou de podcasts que j'ai Ouais, écoutés, puis j'ai pris une note qui a transformé un processus, une idée, peu importe quoi. ouais. Faut y aller dans le volume. Faut écouter des choses, puis il faut arrêter de Écoute, s'écouter parler. c'est bon. Écoute, ça a été un plaisir, puis on se revoit dans un an, mon cher. Merci beaucoup pour l'écoute, tout le monde. Ça a été très, très, très intéressant. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.